C'est une folie de vouloir être entrepreneur. Moi, j'ai créé Dans le Carré parce que j'avais pas de projet autre que celui de dire mais merde, mais personne ne veut le faire. Bon, si personne ne veut le faire, je vais le faire. L'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une époque de buzz, si tu fais pas de débat, t'existes pas. Je suis tout le temps en train de bosser. Et si je suis pas en train de bosser, je suis en train de penser. Si je suis pas en train de penser, je suis en train de bosser. Allez, tiens, voilà. Tu sais ce que c'est le problème de certains entrepreneurs? Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines de la réussite. Ici, on ne se contente pas de raconter des succès. On explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les victoires qui rendent fiers, mais aussi le flou, les doutes qui t'accompagnent, même quand tu performes. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet. Et ensemble, on creuse. On reformule, on déverrouille, on tire le fil et parfois on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas Lévy. Et moi, Pedro Canali. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Loïc Xans. Bonjour. Tu es devenu en l'espace d'une décennie une figure incontournable des médias poker. Tu as réussi ce que l'on pensait impossible et à plusieurs reprises. Voyez plutôt. Tu as d'abord pris le contre-pied des journalistes de l'époque qui se concentraient sur raconter des coups de poker ou des interviews de surface au format court. Tu es le premier à ma connaissance à avoir créé des formats d'interviews longs, plus d'1 heure à écouter ce que les joueurs de poker avaient à raconter, avec des questions qui décoiffent, loin des conventions aseptisées de l'époque. Le succès est immédiat. Des vidéos qui dépassent les 10 000 vues sur YouTube, chiffres jugés inatteignables à l'époque, même pour des géants comme Barrière, Partouche ou même Wina, qui à l'époque n'avait que quelques centaines de vues à chaque vidéo. Ta chaîne YouTube Dans le Carré Poker existe toujours et compte aujourd'hui 2,6 millions de vues. Tu as, quelques années plus tard, créé un nouveau style d'émission. Des talk shows poker, comme Tour de table ou Trash Talk, où franc-parler et même bashing étaient de rigueur. Ce qui a fait grincer pas mal de dents, mais qui a aussi contribué à faire bouger les choses dans un milieu souvent régi par l'autosuffisance et l'entre-soi. Ensuite, tu as été un des premiers à réaliser des documentaires poker, comme Boa, Un jour viendra, ou Pour la gloire, qui cumulent des centaines de milliers de vues sur YouTube. Ton dernier coup d'éclat, c'est en 2024, où tu réussis encore une fois l'impensable, faire venir des marques mainstream comme Mercedes dans un événement poker. Les francophones Poker Awards en l'occurrence. Beaucoup avaient essayé, mais aucun à ma connaissance n'y était arrivé. Les France Poker Awards, c'est la réunion de l'industrie poker qui célèbre les réussites et met en avant les professionnels du secteur. Et le succès est encore une fois au rendez-vous, si bien que le mois prochain se déroulera à Paris la seconde édition. Et voilà, vous pensez qu'on a fait le tour du personnage? Eh bien détrompez-vous, chers amis, car ceci n'est que la face immergée de l'iceberg. Le poker n'est qu'une infime partie de ta vie. Tu as ta boîte de conseils en communication pour les entreprises, tu es hyper actif dans l'industrie de la musique, tu as produit de nombreux festivals et artistes, dont quelques tubes qu'on connaît tous. Tu es aussi bassiste, parolier, réalisateur, monteur et manager d'un groupe de rock bordelais qui a connu un certain succès il y a quelques années. Je passe aussi sur ta carrière sur le sport de haut niveau à l'adolescence, qui l'eût cru, et ta passion pour les nouvelles technologies et la géopolitique. Ah, c'est très très complet là, les gars, là. Wow. Alors, quand on est partout, quand on se passionne pour autant de sujets et qu'on atteint une certaine notoriété dans plusieurs à la fois, quand on laisse personne indifférent avec des fans mais aussi des haters, comment on prend du recul sur son image et sur la prise de décision, savoir où aller? Qu'est-ce qui donne encore de l'énergie pour continuer à innover? Comment tu fais tout ça? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Route. Bienvenue Loïc. Merci les gars, bravo. Hein. Superbe intro. Mais encore, j'ai pas tout dit. Ouais. Il en reste encore sous le capot. Très bien. Je sais pas si tu es familier de l'émission. Je crois que oui. J'ai regardé quelques épisodes fort chatoyants avec de beaux invités. Eh bien, comme tous les autres, tu vas avoir droit à un joker au cas où. D'accord. À un moment donné, on dépasse les limites. Ok. Tu as le droit à un joker. Ils l'ont tous utilisé ou pas? Pour l'instant, personne. Donc, personne ne l'a utilisé, ouais. D'accord, ok. Après, on a été assez sympa sur les questions pour le moment. Avec toi, c'est pas dit qu'on fasse de même. Parle-nous de ton enfance, de tes parents. De mes parents. Je vous parle de mes parents. Non, c'est plus... Pour commencer, on va revenir sur ce qui fait ta fierté. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette carrière. Effectivement, tu me disais au début, bonne chance pour faire la bio. Je suis sûr que vous n'allez pas trouver toutes les infos. Ouais. Là, déjà, est-ce qu'on a oublié des choses? Et quand tu entends tout ça, qu'est-ce qui te rend fier particulièrement? Non, je pense que vous avez dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me rend fier particulièrement? D'avoir duré.
déjà, parce que c'est pas forcément simple de durer dans n'importe quel milieu, peu importe dans lequel on travaille. Ce qui me rend fier, c'est l'entourage que m'a créé mes choix de métier, que ce soit dans la musique à une époque ou dans le poker aujourd'hui. Vous connaissez forcément la théorie on est les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Bon, 5 c'est peut-être un peu réducteur, mais on va dire 10. Bon, je suis content d'avoir des gens comme Pedro, par exemple, dans mon entourage, voilà, ou d'autres. Et de quoi je suis le plus fier? Je suis plus fier d'essayer de faire avancer un jeu qui m'a toujours passionné, dans un milieu qui m'a toujours passionné, alors qu'on a à peu près tous les éléments de base contre nous. Et que je me dis que chaque année ou chaque pas qu'on fait, c'était contre vent et marée, c'est bien. C'est quoi ces éléments qui sont contre vous? Bah, là, on va être clair, on parle de poker. Hein. Le poker, il y a l'image. Il y a Encore un peu sulfureuse. Oui, toujours. Bah, tu peux pas aller contre 200 ans d'image sulfureuse en quelques années. On est en France, donc on a un énorme problème vis-à-vis de l'argent. On a un énorme problème pour en parler, on a un énorme problème pour le montrer, on a un énorme problème pour s'en servir de base de communication. Voilà, donc on a tout contre nous alors que le moteur, un des moteurs doit être l'argent. Le poker comme un sport, j'ai pas un avis définitif dessus, mais en tout cas ça pourrait être un des leviers et on s'en sert peu, pas ou mal. On pourra revenir dessus si vous voulez, mais en tout cas ça prend pas. Vous venez d'une génération... vous deux, où il y avait des figures médiatiques beaucoup, et je sais de quoi je parle, parce que je vous ai tous eu, beaucoup plus pertinentes qu'aujourd'hui, parce que vous étiez d'une génération, vous aviez tous vécu des choses, donc vous étiez déjà des personnages avant d'arriver, vous ameniez votre grain de folie dans le poker. Aujourd'hui, j'ai malheureusement parfois beaucoup plus de jeunes de 20 ans, ultra sportifs, méga bien préparés, avec un coach mental, un coach technique, un coach de vie qui mange des graines et qui joue depuis l'âge de 18 ans. Donc si je l'interviewe à 21 ans, à part m'expliquer comment il va faire un 4-bet fold, forcément il va pas me raconter la même chose que quand je t'ai toi et que tu as eu X entreprises avant, ou quand tu interroges un Darcourt, ou quand je t'interroge toi, ou quand tu interroges... on va dire toute cette population d'oiseaux de nuit qu'il y avait à l'époque. L'époque sulfureuse du poker te manque. Non, mais elle n'était pas si sulfureuse, elle n'était pas plus sulfureuse qu'aujourd'hui en fait. Hein. Parce qu'il y avait déjà une professionnalisation. À partir du moment où tu as le .fr et où tu as des marques et où tu as l'ANJ, enfin à l'époque l'Argel derrière, tu ne fais pas n'importe quoi. Winamax, il faisait pas n'importe quoi. PMU, il faisait pas n'importe quoi. On avait déjà dépassé le... Les gens sont plus lisses, tu dis, ils sont mono au poker. Les gens sont devenus plus professionnels. Voilà, donc forcément plus professionnels au sens où on envisage aujourd'hui la carrière d'un joueur professionnel. C'est-à-dire que toi, vous, quand à l'époque vous vous mettez à devenir joueur pro, ça n'a même pas de sens, ça n'existe pas cette notion-là. Pour autant, c'est pas forcément un frein dans d'autres disciplines. Hein. Zlatan, il n'était pas lisse et il a fait du football depuis qu'il avait 18 ans. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'un Zlatan, il est tellement important dans le système du foot que c'était un très bon footballeur. Je suis même pas sûr qu'il fasse ce top 30. Enfin, je suis pas sûr que dans un classement, tu le mettes dans le top 30 au monde. Par contre, tout le monde veut Zlatan parce qu'à un moment donné, c'est lui qui va foutre le bazar. Comme dans le tennis, tu vois. Dans le tennis, Kyrgios, ce sera un bon joueur, mais pourtant tout le monde va le retenir parce que Kyrgios, c'est celui qui fout le bordel. Donc tu as besoin de grandes gueules pour qu'un sport vive, tu vois. Tu as besoin de gentils, tu as besoin de méchants. Formula One, Drive to Survive, à un moment donné, quand tu as l'Autrichien de Haas qui gueule tous les 2 épisodes, tout le monde, personne n'a rien à foutre de l'écurie Haas. Mais tout le monde adore la F1 grâce à lui. Et d'ailleurs, quand ils l'ont viré, ils ont essayé de le faire rentrer par une autre porte pour continuer à l'avoir dans leurs émissions, tu vois. On a besoin d'avoir des grandes gueules. Et on en avait beaucoup à votre époque. On en a un peu moins aujourd'hui, mais on en a encore quand même quelques-unes. Bref, tout ça pour dire, parce que je suis parti, j'y arrivé, que je suis fier parce que je pense que ça évolue dans le bon sens. Je pense que le poker évolue dans le bon sens. Vous parliez des Francophone Poker Awards. Oui, quand tu as une marque comme Mercedes, c'est chouette parce que d'un coup tu dis enfin on va pouvoir commencer à avoir des marques prestigieuses. Quand je fais des documentaires et que j'ai BFM ou France Inter qui m'interviewe alors que France Inter n'avait strictement jamais parlé de poker, je pense en 30 ans, c'est bien pour le poker.
Donc, on va dans le bon sens et j'espère que ça va aller de mieux en mieux parce que je pense que le poker, c'est top 3 des meilleurs jeux au monde, quoi. Est-ce que tu dirais que le fait de ne pas être lisse, justement, avec ces grandes gueules, et puis toi qui pousse la controverse à chaque émission, avec Trash Talk, avec des choses qui ne se faisaient pas jusque-là, c'était la clé de ton succès? Est-ce que tu recommandes aux gens d'être pas lisses pour être Non, médiatique? Faut avoir le cuir épais, hein, si tu veux pas être lisse. Hein. La clé de mon succès, mon succès, qu'est-ce que ça fait? Oh, putain, ça, vraiment ça. La clé du succès, on va dire, du projet, qui n'en était même pas un d'ailleurs à la base, c'est déjà que ça n'était pas un projet, c'était juste un passionné qui voulait faire ça. Déjà, ça c'est un. Quand tu n'as pas d'attente autre que ta passion, tu n'as pas de déception autre que avoir perdu au pire un peu de temps. Mais par contre, chaque bonne nouvelle est une victoire immense parce que tu n'attendais rien. Je t'entends souvent dire, pour réussir une bonne émission, il faut aimer ses invités. Ah mais c'est obligé. Mais il faut vraiment être passionné. Moi, je vous ai tous eu parce que j'étais passionné. Même plus par vous que par le jeu, quoi. Moi, j'aimais. C'est pour ça que j'avais envie de vous interviewer. C'est pour ça que moi, j'ai créé dans le carré parce que j'avais pas de projet autre que celui de dire mais merde, mais personne ne veut le faire. Bon, ben si personne ne veut le faire, je vais le faire. Hier, j'ai fait un podcast avec quelqu'un avec qui je me suis reconnu qui a fait ça sur un tout autre sujet et qui est en train de réaliser dans un autre domaine la même chose que moi, c'est des interviews longues, etc. Et c'est le même constat, lui. C'est dans sa passion à lui, il dit mais merde, mais il n'y a personne pour faire des interviews, donc il l'a fait lui-même. Bref, le succès, c'est l'envie, vraiment l'envie de la passion, un. Deux, il faut avoir on revient à l'entourage, quoi. Il faut avoir de l'entourage et de la chance, quoi. C'est-à-dire que dans les 3 premières interviews que je fais, il y a toi, il y a M. Alexis Ebsker et il y a monsieur qui s'appelle François-Philippe Croet, d'IFPC, et que vous avez tous les 3, sans vous concerter, même pas sans vous, enfin forcément tous vous connaître, quoi. Vous m'avez tous pris par la main et dit bon ben on va t'aider. Donc déjà quand t'as le mec le plus connu du poker à ce moment-là, c'est-à-dire Alexis, l'un des team pro les plus connus, c'est-à-dire toi, et le gars qui tient Club Poker Radio, qui te disent tous les 3, bon ben on va t'aider. Bon, si dans la musique, quand j'étais arrivé, Johnny, Jean-Jacques Goldman et Beyoncé m'avaient dit bah viens on va t'aider, peut-être que j'aurais été disque de diamant, tu vois. C'est drôle, toi t'es Johnny ou Beyoncé, tu penses dans cette... Ça m'inquiète un peu en fait. Tu es Beyoncé, je suis très clair avec ça, tu es Beyoncé. Donc bref, donc l'entourage et 3, pour revenir un peu à la controverse, tu ne peux pas... déjà, dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une époque de buzz, si tu fais pas de débat, tu n'existes pas. Ça, c'est un. Après, faire du débat pour du débat, tu vas nuire à l'industrie que tu essayes de monter en gamme. Faire du débat, il faut essayer de le faire de manière intelligente. Donc, j'ai appelé mes émissions de Trash Talk. On va pas se mentir. On fait quelques frictions, mais enfin, on reste quand même gentil. Parce que même si des fois, dans notre milieu, il y a des aberrations, je ne veux pas desservir le milieu. Donc, on peut parler du sujet, on va pas taper dessus comme des... On n'est pas le football. On n'est pas le football, ou même si tu tapes comme un âne sur Manchester City, ça va très bien à Marseille, ou ça va très bien au PSG, tu vois. Le poker, on est une petite communauté, nous sommes des petits saltimbanques. Donc, on peut se dire, bon les gars, vous avez merdé sur la partition ce soir, on va pas dire non plus que le concert était complètement nul. Donc, on lance le débat, ça permet d'ouvrir, ça permet aussi d'ouvrir à des sujets plus vastes qu'on maîtrise pas. À chaque fois qu'il y a un cas de triche ou quoi, c'est les seules fois où les journaux grand public parlent de nous. Bon, mais si on a des émissions comme les miennes pour en parler, et ça, je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là où un trash talk parlait d'un sujet de triche. 20 minutes m'a appelé pour me dire ok, j'ai vu ton émission, on voulait en parler, est-ce qu'on peut se servir de ce que tu dis? Et du coup, l'article de 20 minutes il a été beaucoup moins borderline et beaucoup moins oh là là mon Dieu, le poker c'est vraiment que des tricheurs. Donc ça peut servir à ça aussi, on peut servir de tampon, tu vois, grâce à ça un petit peu. Donc je pense que c'est utile. Je me souviens d'une émission que vous aviez fait aussi sur la fermeture des cercles avec ça, c'était hyper important. Hyper important de donner une voix au milieu, quoi. Ouais, c'était hyper important. Moi, j'ai fait une émission sur le poker associatif qui est en train de se faire tuer en donnant la parole à un président de club et au président de la Fédération française de poker associatif. On essaye de faire pression comme on peut.
Et je sers à ça aujourd'hui. Donc toi, ton moteur, c'est, en tout cas dans le poker, c'est de soutenir un milieu que tu aimes, Ah les oui. gens Ouais, et l'industrie. ouais, tout à fait. Oui, moi, je suis là pour faire avancer le poker. Et à quel moment tu vois que tu passes de OK, c'est une passion, les gens apprécient ce que j'apporte, à OK, je peux en faire une carrière. Je le vois pas, en fait. C'est un chemin. Je crois que tu calcules pas ce genre de choses. Tu saisis les opportunités, les unes après les autres. Et puis, en tant qu'entrepreneur, alors là, c'est simple. C'est-à-dire que tu as une première opportunité concrète, on va dire, de travail, une marque qui te soutient, qui te sponsorise ou quoi. Donc, ça te. Voilà, d'un coup, le poker qui était 1% de ton temps, enfin 100% de ton temps perso et 1% de ton temps industriel devient 10%. Et puis le 10 devient 20, et puis le 20 devient 40, et puis t'embauches quelqu'un en plus, et puis ton associé se met aussi dans l'histoire, et puis en fait t'es à 60, puis t'es à 80, et puis tu réfléchis pas, quoi. Tu y vas, tu fonces. Moi je suis arrivé dans un milieu qui était en pleine chute, parce que j'arrive en 2013, donc là, c'est le moment où tout le monde est en train de crever, on va être clair. Niveau timing, j'ai toujours été très bon, moi, dans mes arrivées. Je suis arrivé dans la musique quand le disque était en train de crever. Ouais. Je suis arrivé dans le poker quand le point .fr était en train de crever. Mais la différence d'ailleurs entre la musique et le poker, c'est que je suis arrivé quand tout était en train de crever, mais du coup, j'arrivais dans un milieu où j'avais déjà vécu ça. Et du coup, aussi dans mes propositions, alors là, ça part un peu sur l'industrie, mais dans mes propositions, on va dire, de travail, de quantité de travail comparé au prix, etc., je détonnais parce que moi, je coûtais infiniment moins cher que tous les autres qui étaient dans le poker, qui eux, avaient été habitués à bouffer du caviar. Sauf que moi, j'arrivais d'une industrie où le caviar, il n'y en avait plus depuis 20 ans. Donc moi, quand j'arrivais, je peux dire n'importe quel prix, mais je sais pas, les mecs, ils prenaient 1000 balles par jour pour faire une vidéo. Moi, quand j'arrivais, j'expliquais que je prenais 1000 balles la semaine, et que moi, je trouvais déjà que c'était énorme, parce que dans mon milieu à moi, c'était 300 balles et 3 cailloux. Forcément, tu vois, tu rentres dans une industrie avec des gens qui se disent, putain, mais c'est fou. Ouais, la belle époque du poker était en train de se terminer et est revenue après, pendant le Covid. J'aurais eu la chance dans ma vie de découvrir ce que c'était une belle époque du poker à partir de 2021. Grâce au Covid. Et là, Ah, t'as pu remonter les prix à ce moment-là, du coup? Je faisais plus la même chose. C'est plus. Non, mais je faisais plus la même chose. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je me faisais sponsoriser quelques vidéos, on allait faire des petits reportages, on faisait des photos, on faisait des choses que les autres faisaient pas. Là, aujourd'hui, mes clients, c'est les WSOP. Donc, c'est de l'influence. On n'est plus du tout sur la même dynamique. C'est-à-dire que mon associé Sophie, aujourd'hui, j'ai Sophie, j'ai Carjas, j'ai Mika, j'ai Ben qui travaille pour nous, enfin des gens qui voilà, vont faire tout ce qui est photo, vidéo un peu partout pour, on va dire, même plus que le poker, mais le monde du gambling en général. Et moi, mon boulot à moi aujourd'hui, c'est le conseil, c'est la mise en relation, c'est faire signer des team pros, c'est permettre à des rooms de faire des deals avec d'autres rooms, c'est permettre à des casinos d'avoir des plans marketing. Tu vois, j'en suis plus du tout. Donc en fait, j'ai pas remonté les prix, c'est Oui. juste que Mon point étant, aujourd'hui. quand on rentre souvent dans une industrie, il y a un peu cette question quand on est débutant, où on vient d'arriver. Ah oui, tu casses les prix pour te faire remarquer. C'est assez logique de dire je vaux moins cher que les gens qui sont sur la place, ça paraît logique. Ouais, mais moi, j'avais pas conscience de ça. Et oui, ça c'était. Toi, tu dis je venais d'un autre monde, donc mes prix étaient alignés sur ce que je connaissais. Ah. Voire j'ai tenté d'aller un peu au-dessus, Ouais, voilà. dans des 5 cailloux. Mais une fois qu'on est dedans, après, si tu es identifié comme un positionnement à Loïc, il est bon et pas cher. Ouais. Après, même si ton produit évolue, est-ce que tu arrives à sortir de ce positionnement? Oui, parce que. Et est-ce que parce c'est un but? Est-ce que tu t'en fiches? Non, c'est pas ça, c'est que oui, j'en suis sorti parce que c'était plus moi. Mm. C'est-à-dire qu'au début, c'est oui, Loïc, j'espère qu'il disait ça, je suppose. Il est bon et pas cher. Oui, ils se sont au moins dit il est pas cher. Tu vois. Ils ont peut-être dit juste ça, il est pas cher. Tu vois. Mais c'est que par exemple, je te parlais de la photo. Moi, j'ai commencé la photo, donc a priori, j'étais bon et pas cher. Sauf qu'après, mon associé Sophie s'y est mis. Je lui ai appris la photo. Au bout de 3 semaines, elle me déglinguait. Donc j'ai dit, bah là, du coup, en fait, moi, je vais arrêter de faire de la photo, je vais aller faire autre chose. Et puis toi, tu vas aller faire de la photo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle fait elle est photographe de tout le poker, tu vois. Et quand Sophie, elle arrive avec d'autres prix. Et puis, elle négocie son propre truc après. Et puis aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, vu que si tu veux, j'ai jamais gardé le même positionnement dans le poker, je fais qu'évoluer.
j'ai jamais vendu la même chose à la fin. Aujourd'hui, tout ce que je peux vendre qui est similaire au début, c'est quoi? C'est dans le carré, sauf que dans le carré, les interviews dans le carré ne seront jamais payantes. Là, on voit une évolution dans tous les milieux, presse, médias, dans tout le monde qui est lié beaucoup à l'intelligence artificielle. Ouais, Comment tu vois ça? Parce que l'intelligence artificielle, elle est plutôt bonne et pas du tout chère. ouais. On a eu alors pour ceux qui connaissent pas dans le poker, il y a eu un petit scandale avec Card Player et des articles plagiés à l'IA. Magnifique Il y a eu- article de l'ENAIC, de Super Caddy, sur Oui. Club Poker. Ça a beaucoup fait Incroyable. parler parce que c'est un tout petit Meilleur milieu article quand même. depuis des années. Comment toi tu vois ça? Est-ce que tu veux, si tu veux en parler, comment tu vois l'évolution? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est les deux? L'IA, le problème, c'est que je pense que j'ai un cerveau trop petit pour des idées qui vont arriver trop grandes. Donc je suis sûr que j'appréhende même pas 5% de ce qu'on va pouvoir faire avec. Comme tout le monde, je me suis dit oui, bon, tu sais, il y a 3 ans, quand les vidéos de Will Smith elles sont arrivées, quand il bouffait des pâtes, que c'était affreux, là, que t'avais Ah oui. comment ils appellent ça, la veille de l'étrange, là, tellement c'était dégueu, c'était affreux. Bon, ben moi je disais oui, bon, rendez-vous dans 10 ans. Bon, 1 an et demi après, voilà, peu mieux. je passe beaucoup de temps dans ma vie à avoir Pedro au téléphone qui m'a annoncé à peu près tout ce qui est arrivé sur les 5 dernières années. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que pour le poker, ça va être une catastrophe online. Parce que déjà que c'est bourré de bots, on va être clair, hein, c'est pas une nouvelle, c'est bourré de bots sur certains formats de jeu. Hein, parce que tu battras pas le tournoi, hein, le MTT, tu le battras pas, mais enfin a priori. Mais bon, sur les spins ou des choses comme ça, ou le cash, ben, si déjà les bots, t'en as quelques-uns qui étaient gagnants, renforcés avec de l'IA plein fer, hein, ça me semble compliqué. Je pense que les rooms vont avoir beaucoup de travail. Mais du coup, ça va être après, ça va être bataille d'IA contre bataille d'IA. Donc là, pareil, j'imagine même pas comment ça va se passer. Après, l'IA en règle générale, c'est comme toute évolution. Je me rappelle toujours du papa d'Internet qui a dit j'ai fait Internet pour que les gens se rassemblent. Et ils ont fini par regarder des chats et du porno. Bon, eh ben, on va voir ce qu'on va en faire. Ça changera rien à mon boulot à moi. Ça changera rien à mon boulot à moi. Moi, je vais pas utiliser l'IA. Maintenant, dans le poker en règle générale, je te dis, d'un point de vue du jeu, je vois pas comment ça peut bien se passer. Parce que généralement, on va détourner le truc pour pas que ça se passe bien. Au pire, même si on en fait un truc bien, tu vois, on se sert de l'IA pour, par exemple, là où, je sais pas, GTO Wizard ou d'autres marques de solvers coûtaient très cher. Et d'un coup, tu vas avoir des solvers pas chers. Oui, moi, du coup, c'est une Donc les solvers, pour ceux qui nous suivent, c'est les logiciels qui permettent de faire des calculs sur C'est des mains ça. de poker pour trouver la C'est bonne ça. décision Mais du coup, théorique d'un coup. Du coup, ça va être une cata parce que bientôt tu vas jouer à 50 balles avec le mec qui joue à GTO Parfait. Là, ça va vraiment commencer à être dur de gagner de l'argent. Donc tu crois beaucoup au live en fait. Ah, moi, je pense que alors, moi, je crois beaucoup au live, en règle générale, pour l'avenir de tous les business. Après, en théorie, une room peut détecter quelqu'un qui joue avec un robot. Et le font Même plutôt dans bien, la d'ailleurs. qualité de son jeu, puisqu'il joue GTO, donc c'est pas logique. Oui, L'humain mais. ne doit pas savoir jouer comme un robot. Oui, mais bon, après, ce sera une IA, donc tu lui diras, trompe-toi une fois sur trois. Enfin, tu vois, s'adaptera, il trichera. Tu sais, t'as déjà vu t'as vu les 2 IA qu'ils ont mis, enfin, l'IA qu'ils ont mis. Là, c'était il y a maintenant 1 an ou 1 an et demi, c'est avec toi que j'en parlais, où l'IA, ils lui ont dit maintenant, boss, et fais-nous gagner 5 dollars par jour. Au bout de 5 jours, elle travaillait plus, elle avait créé 4 autres IA qui travaillaient pour elle. Enfin, tu vois, l'IA, je pense qu'on maîtrise pas très bien le truc, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte, mais parce que ça va au-delà de nos consciences, ça va au-delà de notre compréhension, tu vois. C'est comme quand on te dit, il y a 10 milliards de planètes. Comment tu peux te représenter ça dans ta vie? Bon, ben l'IA, comment tu peux exactement te représenter ça? Oui, ok, tu vois qu'elle va te créer de la vidéo, tu vois. Mais la réalité, concrètement, qu'est-ce qu'une IA boostée aux hormones comme on est en train de le faire? Quand on te dit l'IA, c'est 100 fois plus puissant tous les 6 mois. D'accord, mais 100 fois plus puissant que quoi? Donc, et tous les 6 mois. Mais 6 mois, c'est demain après-midi. Donc, du coup, dans 2 ans, comparé à il y a 2 ans, tu te dis, mais en fait, donc elle fait quoi dans 2 ans? Moi, je pense que l'IA, c'est vraiment un sujet. J'entends plein de gens en parler. Je pense que quasiment personne pige ce qu'on va faire avec. C'est au-delà. On l'a pas, tu vois. Moi, si tu me dis ça finit comme Terminator, où plus personne ne travaille dans 4 ans et on est tous à la maison à profiter de nos enfants, à regarder Netflix, je crois autant l'un que l'autre. Hein. Hmm. Il y a aussi un troisième cas possible, c'est qu'il y ait des paliers qu'on ne voit pas encore et qu'à un moment ça se bloque et que ce palier fasse que l'IA ne devienne pas si surpuissante que ça. Donc tout est possible entre des dystopies, des utopies et Ouais, moins de changements que ce qui peut être hypé aujourd'hui. ouais, mais quelle innovation
tu sais, quand les consoles de jeux sont arrivées dans les années 80, on a dit non, mais bon, là c'est de la 32 bits, bon, mais ça va être compliqué de faire des consoles plus puissantes, tu vois. Bon, là aujourd'hui, tu vois, c'est comme les PC. Les PC des années 90, voilà, ça va être dur de faire plus puissant. Et quand tu avais 2 Tera, c'était une folie. Maintenant, tu avais 2 Tera, ça te coûtait 10 000 euros. Maintenant, tu as 64 Tera, ça te coûte 250 euros. Non, bien sûr, mais ça garantit pas la singularité. T'as des exemples où tout le monde. Et tu vois, le patron d'IBM, il disait je pense qu'il y a un marché dans le monde pour 5 ordinateurs. C'est le patron d'IBM. Ouais. Donc, on est au début des supercalculateurs et donc il a complètement pas vu ce que tu dis. Ouais. De l'autre côté, on a Musk qui nous a dit qu'il allait forer et on pouvait aller de Paris à New York en 1 heure. Ouais. Il nous a dit ça il y a 20 ans, ça allait prendre 2 ans et il a tort. Et aujourd'hui même, ils sont plutôt en train d'abandonner le projet. Donc, on ne sait pas en fait. Je pense que ce que tu dis, c'est ça. On n'arrive pas. Il y a toutes ces possibilités qui sont crédibles. Ouais. Et y compris une certaine forme d'immobilisme, même si le palier le plus bas pour l'IA, ça va changer beaucoup de choses, quoi qu'il. Mais en tout cas, voilà. Et là, tout de suite. Après, à cause de l'IA, on peut vivre le plus gros crash de l'histoire Oui. monétaire des 100 dernières années. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est réfléchir, et je t'invite, si on peut aller là-dessus, à réfléchir à si ça avance d'1 ou 2 crans, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand l'IA aura avancé de 10 crans, de toute façon, on ne sait pas. Ouais. C'est trop difficile, c'est trop loin. Mais si on avance d'1 ou 2 crans, tu vois, là, déjà, avec les IA qu'on a aujourd'hui, tu peux complètement te passer d'un couvreur et aller suivre un tournoi sans une vraie presse. Tu peux prendre plein de données publiques et construire un reportage. Et est-ce que ça, c'est moins cher? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses, tu vois, ou comment est-ce que tu penses que l'industrie va s'adapter là à plus 1? Ouais. Donc c'est à partir de maintenant que je commence à avoir des ennuis. Bon, de toute façon, le coverage écrit, moi ça fait des années que je pense que ça n'a plus beaucoup d'avenir. C'est quoi, c'est le coverage vidéo alors je pense que si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, tu as 3 personnes, on va dire, qui ont fait évoluer le coverage vers ce qui me semble être la bonne évolution. Tu as Florence Mazet qui a commencé à raccourcir ses coverages, à parler, au lieu d'écrire 20-40 coups dans la journée, de trucs dont tu n'as rien à foutre. On fait plutôt des gros résumés, longs, presque comme tu sais, des mini-chapitres, tu vois, et tu lis plus une histoire que tu es en train de raconter René qui avait As-3 sur un flop. Bon, on s'en fout. Ça, c'était une première bonne évolution. La deuxième bonne évolution que tu as eue dans le coverage, c'est Venstyle, Steven, qui a commencé à faire énormément. Alors, à l'époque, sur Periscope, pour le coup, ça, Periscope, ça a foiré, mais lui, il était précurseur à faire du contenu short, vidéo, story réel. Et c'est ça qui, pour moi, pour le coup, est l'avenir. Et on va dire, celui qui a upgradé vraiment à fond la caisse cette idée-là, c'est Jonathan Pastor quand il a créé Mediacart il y a quelques mois, où là il a carrément racheté une énorme chaîne YouTube, racheté un énorme compte Insta, mis pas un seul journaliste, mais que des vidéastes monteurs. Et où là le mec il te sort 10 réels dans la journée et 50 stories, et qui est exactement ce que consomment les gens aujourd'hui. Personne ne lit. Plus personne, on en parlait, voilà, plus personne ne lit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu écoutes ton bouquin sur Audible ou tu regardes ton coverage en vidéo. Tu veux voir la main, là, tout de suite, 40 secondes, paf, adrénaline, émotion, dopamine, story suivante. Il y a des joueurs pro qui commencent à faire des stories aussi. T'en as plein, oui, voilà. Donc le coverage écrit, bon, de toute façon, il est mort. Maintenant, l'IA là-dedans, ce qu'elle peut peut-être permettre, ça va m'emmerder, c'est que peut-être qu'elle va faire du montage vidéo intuitif. Je ne sais pas trop comment elle peut y arriver, mais du coup, tu enverras tous tes rushs et tu lui diras, allez, vas-y, monte-moi une vidéo sympa d'1 minute 30. Bon, alors là, je ne sais pas comment on va réussir à le faire, ça, parce que c'est compliqué de faire un montage vidéo, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment plus dur que battre Kasparov aux échecs? C'est dur de battre Kasparov aux échecs quand même. Ouais, mais il y a une logique dans les échecs. Il y a des... Alors, je vous dis ça, j'ai jamais joué aux échecs, vous allez peut-être me défoncer. Mais j'ai l'impression qu'il y a des préceptes, il y a des plans. Tu vois, il y a quand même une ligne de conduite. Le montage, tu peux avoir tourné 4 minutes une vidéo et que ce soit les 7 dernières secondes qui soient bien sur un truc que tu n'avais pas prévu de filmer à la base. Toi, tu le sais, tu viens de le filmer. Le monteur qui va se taper la vidéo de 4 minutes va comprendre en voyant ces 7 secondes que c'est là qu'il doit cut. Je veux savoir comment l'IA va piger ça. Mais pourquoi pas? Après, je pense que c'est comme tout. Les trucs qui sont vraiment excellents,
vont être difficiles à remplacer par de l'IA parce qu'il y aura une patte. Par contre, si je veux juste faire une séquence d'ambiance du casino pour montrer que tout le monde était content. Tu t'en as n'importe quoi. Non, mais t'écris à l'IA, tu lui dis vas-y, fais-moi une séquence folle du casino de San Remo, elle va pas la chercher, elle va te la faire tout de suite. Il y a un truc qui me taraude sur ta carrière et tes réussites, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaît, qu'on suit, qu'on accompagne, ont ce défaut d'avoir plein d'idées. Et puisqu'ils ont plein d'idées, ils n'arrivent pas à se focaliser sur un sujet et donc ils échouent. Et ceux qui arrivent, c'est généralement ceux qui sont monotaches, plus longtemps que les autres, ils finissent par y arriver. Toi, tu as réussi à innover avec plein de concepts qui n'existaient pas dans le milieu du poker. Et malgré tout, à chaque fois, le succès était au rendez-vous. C'est quoi le secret qui fait qu'on peut être dispersé et réussir en même temps? Passionné. L'histoire de travailler plus longtemps que les autres, moi je travaille comme un fou. Mais je travaille vraiment. Enfin. Ça va faire très Oussama. Non, mais c'est vrai, je travaille comme un dingue. Le problème, c'est que quand tu racontes ça à des gens, ils vont pas te croire, donc ça sert à rien. Mais moi, je dors 3 heures par nuit et je travaille 7 jours sur 7. Enfin, vous le savez si vous me connaissez, quoi. Je travaille tout le temps. Tu peux m'appeler à 5 heures du matin, je te réponds. Tu peux m'appeler à 8 heures du matin, je te réponds. Je suis tout le temps en train de bosser. Et si je suis pas en train de bosser, je suis en train de penser. Si je suis pas en train de penser, je suis en train de bosser. Voilà, je m'arrête jamais. Je délègue très peu, ce qui ça est une connerie entrepreneuriale, mais bon, c'est comme ça quand tu t'es fait tout seul, tu as du mal à déléguer. J'ai des clients, pour le coup, partout dans le monde. J'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients au Cambodge, j'ai des clients australiens. Donc en plus, avec des fuseaux horaires, ça m'oblige à être tout le temps vigilant. Et je suis passionné par ce que je fais. Je suis passionné par le poker, parce que ma vie, c'est grosso modo 50% de poker, 50% de conseils. Ok, voilà. C'est comme ça que je répartis mon temps aujourd'hui. La musique, c'est fini. C'est plus qu'une petite danseuse comme ça, mais c'est 50% de poker, 50% de conseils à l'industrie. Les deux me passionnent. Quand tu dis ça comme ça ressemble à un mode de vie très particulier. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder? C'est un équilibre. Grave, mais par contre, moi j'ai fait des choix que personne n'oserait faire. C'est que moi, moi par exemple, je n'aurais pas d'enfant. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut se regarder. Alors voilà, allez, tiens, voilà. Tu sais ce que c'est le problème de certains entrepreneurs, c'est qu'ils n'osent pas assumer ce qu'ils veulent vraiment. C'est-à-dire, ils veulent que leur boîte, elle marche. Ils veulent le succès, ils veulent l'argent, ils veulent pas en face faire les sacrifices. Voilà. Et ça, c'est une constante terrible. Et surtout, ils veulent pas mettre de mots sur les sacrifices. Parce qu'ils se disent, oui, non, mais là, je vais sacrifier ma vie pendant 2-3 ans, mais après, ça va aller. T'en sais rien, mec. Ça se trouve, ta boîte, elle marche dans 9 ans. Ça se trouve, elle marche dans 9 jours. On n'en sait rien. Ça dépend de tellement de paramètres. Voilà. Mais est-ce que dans ta liste de sacrifices, t'as mis que peut-être que tu te marieras jamais? Parce que tu peux pas avoir une vie de couple. Peut-être que tu n'auras jamais d'enfant, parce que peut-être que tu verras pas tes parents autant que tu voudrais, que le jour où ils vont partir, tu vas avoir des regrets terribles. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu t'es posé la question avant? Parce que moi, je me suis posé la question avant. Tu t'es posé la question et tu t'es dit, je veux prioriser ma passion carrière. Je me suis posé la question et je me suis dit, quand il a vraiment fallu se la poser, c'est-à-dire quand ça commençait vraiment à prendre une grosse envergure, oui, qu'est-ce qu'on fait comme choix? En tout cas, on accepte de sacrifier quoi? Du coup, tu t'es marié avec une grosse bosseuse? Alors du coup, moi j'ai une chance infinie, c'est que j'ai trouvé une personne qui déjà me connaissait. Elle était dans le poker. Alors pas juste par passion, mais déjà quand on s'est mis ensemble, elle savait qui j'étais. Donc elle supposait déjà toutes les contraintes liées au fait de vouloir... Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. J'ai trouvé quelqu'un qui est passionné qui a fait des très hautes études. Parce qu'elle a un bac plus 15, donc autant dire c'est très long quand même, à 15 ans. Dans un métier très spécifique où elle est très demandée et elle est très passionnée. Donc c'est parfait. Tu peux partager son métier, on va dire qu'elle travaille dans le conseil juridique. Juridique, ouais, voilà. Je vais rester flou parce que son métier doit rester flou, mais voilà, on va dire qu'elle conseille juridiquement des personnes importantes. Donc déjà, moi si je suis pas là, parce qu'il faut prendre ça aussi en considération, moi je suis pas là 250 jours par an chez moi. Voilà, donc déjà, faut trouver quelqu'un qui accepte ça. Personne qui accepte ça normalement. Mais entre guillemets, ça lui va bien parce que elle est tout le temps à fond dans son travail, dans ses collègues, dans sa vie, dans son boulot, dans les nuits à pas finir de boulot. Donc ça c'est bien. Elle, dans sa tête, elle a jamais eu spécialement envie d'être mère.
Donc ça lui allait bien aussi, parce que moi j'ai été très franc dès le début avec elle. Je dis en fait, alors je lui ai pas dit, viens on fait jamais d'enfant. Je lui ai juste dit voilà, si t'en veux un, faut partir du principe que je ne serai que le financier de l'étape, quoi. Parce que, alors peut-être que je changerai complètement, hein, parce que je sais que quand t'es père, tu revois tes priorités. Ah, c'est clair. Bien sûr. Ouais, aujourd'hui, c'est pas ton. Mais je sais tu vois que- pas ce destin, oui, tu vois je pas sais- cette projection. je sais qu'aujourd'hui, c'est pas mon plan du tout. Donc moi, je peux pas dire oui, vas-y, faisons un enfant, t'inquiète, je sens bien que je vais faire comme tout le monde et changer. Parce que j'ai rencontré 80% des gens qui sont devenus parents me dire c'est incroyable, ça te change la vie, ça te change les priorités. Et je les crois hyper sincères, mais j'ai aussi 20% des gens que j'ai rencontrés qui sont parents qui m'ont dit putain, j'aurais jamais dû faire ça, c'est une catastrophe, de toute façon, je vois jamais ma gamine. Donc, si tu veux, j'ai pas envie de faire le pari. Je préfère me mettre d'accord avec moi-même d'entrée et dire bon, normalement, je veux bien sacrifier ça. Puis au poker, on sait ce que c'est un 80-20, on en perd beaucoup. On en perd énormément. Mais c'est comme si, quand tu as une opération lourde et que le mec te dit non, mais vous inquiétez pas, il y a que 2% de chance de crever. Oui, Oui, mais vous savez. très inquiétant ce que vous me dites. Moi, ça me stresse beaucoup parce que Les j'en ai 2% perdu rentrés. beaucoup des 2%. Bref, tout ça pour dire que ça demande une tonne de sacrifices, ça demande une tonne de travail. Et pourquoi je suis arrivé en étant dispersé? Parce que je travaille énormément. Je pense que parce que je suis dispersé, je travaille plus que je ne devrais. Moi, je suis très sincère avec moi-même. Je pense que dans une journée où je travaille 16 heures, il y en a au moins 6 qui sont de la dispersion et de la fuite de mon cerveau. Mais je ne sais travailler que comme ça. Et ça me déplaît pas. Hein. C'est pas, je me dis pas, oh zut. Hein. J'aime beaucoup être dispersé. Mais j'ai accepté de faire des sacrifices et je suis pas sûr que beaucoup de gens accepteraient ces sacrifices-là. Hein, et s'il y a un truc à retenir de ce que moi j'ai à dire en tant qu'entrepreneur, c'est mesurer, avant d'être entrepreneur, mesurer la part de sacrifice immense que ça va être. Réfléchissez bien à ça. Ne voyez pas que le côté liberté, ne voyez pas que le côté oui, mais on verra. Non, on verra pas, les gars, parce que c'est tellement dur d'être entrepreneur. En plus, je pense qu'entrepreneur, c'est le métier le plus dur au monde, peu importe ce que tu entreprends. Et je pense qu'on est dans le pays le plus dur au monde, dans le métier le plus dur au monde. C'est-à-dire qu'on n'a rien pour nous ici. Voilà. Je ne sais plus quelle est la personne qui a dit entrepreneur, c'est la dernière grande aventure, c'est les derniers grands aventuriers d'aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est pas Bruno pour nous. Vandrib. C'est Une phrase de Bruno Vandrib. Bruno Vandrib, voilà, voilà. Ça montrait la qualité de l'homme. Et c'est une folie de vouloir être entrepreneur. Dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui seront étonnés par ça, parce qu'effectivement, il y a des travaux manuels qui sont beaucoup plus pénibles. Et je pense qu'on a, et sans faire de comparaison, en tout cas, on a des stats assez terribles sur la santé mentale des entrepreneurs. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui fait mal au cerveau, parce qu'il y a de l'insécurité, il y a des hauts et des bas, il y a des déconnexions en termes de planning et d'horaire avec tout le monde. Même si je ne crois pas qu'on recommande de bosser 17 heures par jour, de dormir 3 heures. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais je pensais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui font pas ça. Donc là, c'est peut-être ton prochain défi. C'est de trouver la... Moi, j'en souffre pas. Je suis très heureux avec ça. Voilà. Mais je préviens juste de, voilà, en étant entrepreneur, moi, en tout cas, dans ma trajectoire à moi, voilà à quoi moi ça m'a amené. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu me demandes si je suis heureux, je suis extrêmement heureux. J'adore ce que je fais, j'adore mon boulot, j'adore mon entourage. Je viens de me marier, donc je suis très amoureux, évidemment. Donc, je ne regrette absolument rien, mais moi, je me suis mis d'accord avec moi-même avant. Tu as pris la décision en pleine conscience. Voilà. Et après, peut-être que la vie, les opportunités feront que dans 3 ans, je vous dirai que je suis papa de 3 enfants car j'ai vendu ma boîte. Je sais pas. Mais au moins, je me suis mis d'accord avant. Eh bien, ça clôt bien cette séquence un peu sur qu'est-ce qui te rend fier. Je pense qu'on a bien bouclé cette question-là. Et ici, on a une petite tradition. Très bien. Comme tu as vu des épisodes, tu la connais, tu as peut-être même préparé. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous soutenir chaque semaine. Pensez bien à vous abonner et en parler autour de vous. Et si vous aussi, vous avez une vie extraordinaire ou que vous connaissez quelqu'un dont il faut absolument qu'on parle, n'hésitez pas à nous envoyer ces détails. Le lien de notre email est en description. Bon épisode à tous. Nous aimerions que tu nous partages une anecdote vraie et une anecdote vraie dans ta tête. Que tu imagines, que tu inventes. Sur quoi? Sur le business? Ouais, des choses qui te sont arrivées dans le passé, peut-être sur le business, mais peut-être sur le privé. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait une qui soit complètement vraie et l'autre complètement fausse, que tu ne changes pas juste la couleur du rideau. Ouais. Parce que Pedro va te regarder, sonder ton âme et deviner laquelle est un bluff.
Vous me laissez 1 minute parce que Bien sûr. j'en ai tellement d'histoires. Mais non, mais en plus, toi, c'est triché. Il en connaît au moins les 3 quarts des Faut histoires. trouver dans le quart que je connais Bien pas. sûr, n'oublie pas qu'on fait jamais de bain à l'antenne, mais prends ton temps. Elle est incroyable, cette chose. Elle est géniale, celle-là. Une histoire vraie, une histoire fausse qui me soit arrivée. Ok, dans le business. Dans le business, parce que dans la musique, j'en ai tellement aussi. Je les connaîtrais peut-être moins, ceux de la musique aussi. Ah, j'en sais rien, mec. Ça fait 15 ans. Ok. 2 anecdotes. La première que je vais vous partager, c'est sur... j'étais dans la musique à ce moment-là. Et la musique, j'ai jamais eu de chance. Parce qu'on parle jamais suffisamment de la part de chance qu'il y a dans ce que tu fais dans la vie. Dans les rencontres que tu as, dans les rencontres amoureuses, dans tes passions. Voilà. La chance a une vraie part là-dedans. Tu peux essayer de la réduire autant que tu veux grâce à ton travail ou quoi que ce soit, mais la chance, c'est la chance, quoi. Et j'ai un groupe de musique qui s'appelle Alena, et on est en pleine, on va dire en pleine montée. On est passé d'un groupe amateur à un groupe semi-pro. On a signé avec un label de musique. On a commencé à faire une tournée. On a sorti notre premier album. On en a vendu 15 000. Ça commence. Là, ça y est, on commence à grimper les étapes et on va y arriver. Alors qu'on est un groupe de rock français. Autant te dire que c'est pas gagné parce que le rock est mort. Et là, coup sur coup, on a 2 nouvelles incroyables. C'est celle-là qui est fausse, que le rock est pas mort. Hein. Dans les années 2010, c'était mort de chez mort, hein, le rock français. On a 2 nouvelles Je refuse. incroyables. La première, c'est on va faire Taratata. Qui est, pour les gens qui ne se rappellent pas ce qu'est Taratata, à ce moment-là, sur France 2, un truc gigantesque. Gigantesque. D'accord. La deuxième nouvelle, c'est qu'on va faire la première partie des Cranberries sur toute leur tournée européenne. Et pour ceux qui ne se rappellent pas des Cranberries, wow. c'est oui. la meilleure chanteuse de l'histoire, qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement. Et donc là, tu te dis, bah, c'est incroyable, ça y est, on va vraiment passer un cap, on va passer à Taratata, ça va être une folie. Et à cela se rajoute une 3e couche, c'est que la personne qui s'occupe de nous dit, et vous allez faire un duo avec les Cranberries à Taratata. Et donc là, c'est pétage de plomb général. Là, tu te dis, ok, donc là, c'est une folie. Moi, dans mon cœur, dans ma vie, Cranberries, ça prend 50% d'un côté, c'est Alain Bachung, des 50% de l'autre, 100% fait la musique. On se prépare tout. C'est pour le mois de septembre. Juin, fin de la saison de Taratata. Nous, on enregistre sur la première émission des Cranberries de septembre. Mois de juillet, Taratata se fait annuler. C'est pas reconduire. Là, tu te dis, putain, quel enfer, tu vois. Bon, reste les Cranberries. Le 11 septembre, le 12 septembre, le 11 septembre, je crois, non. Le manager nous appelle, il dit elle a un nodule à la gorge, elle doit se faire opérer, on annule la tournée européenne. Oh, waouh. Voilà. Et tu passes de. L'ascenseur émotionnel. Ça t'a préparé à l'entrepreneuriat. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Et je vous jure, je pourrais vous raconter des heures tout ce qui nous est arrivé dans la musique, qui est le pire milieu au monde. Voilà, je connais beaucoup de milieux. Voilà, vous n'aurez pas pire que la musique, je vous le dis tout de suite. Ne partez jamais dans ce milieu-là. Mais c'est un enchaînement, tu sais, de mauvaises nouvelles, comme j'en ai jamais vu dans ma vie. Donc ça, c'est la première anecdote. Ça, c'est la première anecdote. Maintenant, la deuxième. Deuxième anecdote. Je suis en train de déjeuner, et alors là, il va falloir que je me rappelle, parce que évidemment, j'ai plus le nom, c'est là où Thierry Ardisson tournait une partie de ses émissions, à l'époque. Restaurant très connu avec Hôtel Coste, Restaurant Coste. Je ne sais pas si vous connaissez Restaurant Coste à Paris. Un restaurant extrêmement cher, extrêmement privilégié, tu rentres pas si tu connais pas Cost, les gens. The Cost, quoi. Oui, puis tu sais, c'est voilà, c'est-à-dire que moi, la personne avec qui je déjeune à ce moment-là, qui m'invite, heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais pas voulu payer l'addition. À droite, j'ai PPDR en train de manger avec, tu vois, sa femme, sa fille ou je sais pas qui d'ailleurs. PPDA quoi. C'est plus un scoop. À gauche, j'ai Gérard Darmon en train de déjeuner avec des amis. Au fond là-bas, il y a Thierry Ardisson, dont je suis un fan absolu.
Et tu es dans ce genre d'endroit où, en fait, à chaque table ou toutes les 2 tables, il y a des gens très connus et personne ne vient les emmerder parce que c'est justement ça le privilège de l'hôtel Cost. C'est que si tu sais que tu es là, c'est que tu fais partie de la caste et donc tu peux pas aller voir quelqu'un et dire je peux vous demander une photo parce qu'ils sont en train d'acheter la paix. Si ton entrecôte frite moyenne, elle est à 140 €, c'est parce qu'en fait ce qu'ils sont en train d'acheter c'est la paix. Et donc on discute, on partage un moment. Je me retrouve à la table de Gérard Darmon, parce que l'ami que j'ai, lui, le connaît, donc on commence à discuter. Gérard Darmon, moi je suis un fan absolu, enfin je sais pas si vous aimez les nuls Il y a des beaux souvenirs. et non, puis surtout le Carioca, La Cité de la Peur. C'était de la peur qui pour moi est comédie ultime avec Y a-t-il un flic, quoi. C'est pour ça que je te parlais de Farougia d'ailleurs l'autre jour. Bon bref. Bon, on se retrouve à discuter. Et il a un méga problème. En fait, c'est pas exactement lui qui a. On va dire que quelqu'un de très proche de lui a un méga problème. Je dis ok, ton problème, je sais le résoudre. C'est complètement dans mes compétences. Énorme problème de communication dans une boîte dans laquelle lui a investi, où ils sont en train de faire n'importe quoi. Il me dit, écoute, est-ce que tu peux y aller? Oui. Je me dis, comment je vais facturer un truc à Gérard Darmon, moi, tu vois, ça va être très compliqué. Je sais même, j'y vais, mais je sais pas où je mets les pieds. D'accord. Je vais dans cette boîte, qui est en l'occurrence une boîte qui va être dans le sportswear, qui fait tout ce qui est pas possible de faire. C'est-à-dire que ils n'ont fait aucune étude de marché avant. C'est le délire entre 2 jeunes, on va dire, un qui est en mode non mais moi les réseaux sociaux c'est ma passion, je sais comment ça marche, je connais tous les codes, et l'autre qui dit non mais moi je suis designer parce que je dessine depuis que j'ai 12 ans. Donc et il y a de l'argent au milieu parce que j'ai Gérard Darmon, tu vois, mais il y a rien, qui va. Bref, tout ça pour dire que je vais les aider pendant quasiment 2 ans. Je vais pas réussir à les sauver, parce que ça part trop de loin. Mais je réussis à ne pas faire perdre d'argent. Parce que je fais revendre le concept, et je fais revendre les RS qui étaient pas mal, etc. pour une autre marque, de sportswear d'ailleurs. Et moi, j'ai pas été payé pendant ces 2 ans-là, parce que je ne sais toujours pas, moi, ce que je peux demander à ces gars-là. Et que moi, maintenant, j'ai le numéro de Gérard Darmon, tu vois, qui des fois m'appelle avec sa grosse voix pour me dire, ça va, c'est Gérard. Et moi, Gérard Darmon, je suis une fillette, moi, tu vois, quand il m'appelle. Et donc, voilà, et on arrive au bout de la mission, et je dis, bah écoutez, voilà, j'ai fini, etc. Il me dit, bon, ben, il me dit, qu'est-ce que tu veux, quoi? Ça fait 2 ans, je t'ai jamais payé, rien. Dis-moi de quoi t'as envie, tu vois. Et bon, ben, moi, je suis une midinette absolue, mais si j'aime les nuls, c'est que mon préféré, comme n'importe qui en France, c'est Alain Chabat, tu vois. Enfin, moi, c'est mon goth, quoi, Alain Chabat. Et je dis, bah, si par hasard, d'une manière ou d'une autre, je peux rencontrer Chabat, je ne serais pas mécontent. Il me dit, bah, écoute, aucun problème, je t'oublie pas. 4 mois, pas d'appel, rien. Je me dis, ok, bon. Il passe à autre chose, il s'en fout. Il m'appelle, il me dit, t'es sur Paris quand? Je lui dis, bah ça dépend, c'est pourquoi. Il dit, non, mais parce que dans 5 jours, teuf à la maison, il y a Chabat. Je suis là. Je t'explique, il y avait un tournoi hyper. Rien à foutre, je suis là. Voilà, tout peut péter, ma boîte, tout, je ferai tout péter, mais je suis là. Il y a ce soir-là, donc, Alain Chabat, il y a Dominique Farrugia, que vous connaissez, mais qui aujourd'hui est malheureusement diminué parce qu'il a une sclérose en plaques, je crois. Enfin, bon, il a des problèmes. Mais je me retrouve avec Chabat, Dominique Farrugia. Et pour finir l'histoire et l'anecdote, je me retrouve à 3h du matin. Je ne sais plus quel quartier de Paris, je ne connais pas assez bien Paris, mais il a une très belle terrasse, c'est un peu un bout de jardin, mais surtout une très belle terrasse. Et 4h du matin, je suis en train de boire un whisky et fumer un pet avec Alain Chabat. Et je suis en train de lui parler d'Astérix et Obélix, de tout, des nuls, etc. Et c'est exactement pour ça que j'adore mon métier, parce que j'ai un carnet d'adresses et d'anecdotes grâce à ça. Phénoménal. C'est impressionnant. La deuxième est plus facile à croire que le concert de Cranberry et Taratata. Mais je vais quand même dire que la première est vraie parce que tu étais beaucoup plus sûr.
beaucoup moins hésitant. Et en plus, je te connais, tu ferais jamais une mission sans avoir bordé le tarif. Ah, on te connaît. Ah merde. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est... Ça t'a trahi. Ah, il a tellement raison. Bien sûr que j'aurais négocié le tarif avant, même pour Gérard Darmon. Mais la preuve, pourtant, la deuxième, j'essaie de me creuser la tête pour te faire un truc joli. C'était joli, il y avait de la couleur, il y avait du chatoiement. C'est parce qu'en plus, il y a quelques jours, j'ai parlé de Dominique La Farrugia. deuxième, c'est un fantasme. Non, Tu nous as décrit ton fantasme. Non, l'anecdote, c'est que je connais Dominique Farrugia. Donc, en fait, c'est pour ça que j'en ai C'était parlé crédible quelques pour jours. moi, C'est pour ça que voilà, j'ai pensé à ça sur la deuxième. Ah, ça tombe bien, on cherche des invités pour les prochains. Mais c'est en parlant de ça. Je lui dis, Ah. on parlait de ça. Oui, non, c'était la première. C'est incroyable. Ah, mais Cette malchance, elle mais est folle. la musique, T'aurais été une rockstar et on serait jamais connu. ça, ce serait dommage. Tu m'aurais jamais parlé. Mais j'ai raté. Attends, mais c'est que 6 mois plus tard ou 7 mois plus tard, on nous propose de faire la tournée européenne de Placebo, qui à l'époque ils sont au sommet Placebo. On dit incroyable, on y va. Prépare tout, fait les répètes. 4 jours ou 5 jours avant le début de la tournée, ils virent leur batteur, ils annulent la tournée. Et en fait, là, et ça m'a appris aussi quelque chose dans la vie. Il y a un moment donné, je suis pas croyant du tout. Je suis meilleur. Enfin, des fois, on te dit, la vie te montre des signes. Ben, je crois que c'est vrai. Vraiment. Je crois que la vie te montre des signes, des fois. Te dit, ben là, non. Il faut changer. Voilà, non. Et j'ai rencontré, parce que du coup, en devenant entrepreneur, plus du tout dans la musique, après, je suis resté à faire un peu de musique, quelques festivals de musique. Et vu que ça devenait mes danseuses et que j'avais plus besoin de gagner d'argent du tout avec ça, je faisais des festivals, je me faisais plaisir, j'amenais des têtes d'affiche que moi je voulais voir, tu vois, et rencontrer. Donc je me suis et tu parles à ces gens-là qui ont réussi, alors qui des fois ont réussi puis ont été un peu oubliés, c'est un peu on dit des has-been ou quoi, mais ça reste des gens qui ont vendu des millions d'albums ou des fois qui sont toujours des stars. Et tu parles de leur parcours, ou les aurais peut-être un jour. Oui, il y a du travail, évidemment, il y a tout le temps du travail. Mais enfin, les mecs, c'est des culs cassés, quoi, tu vois. Et en même temps, le gars qui arrive dans le poker aujourd'hui et qui veut faire ce que moi j'ai fait, c'est quasi irrefaisable. Parce que, encore une fois, moi, quand j'arrive, j'ai l'un des joueurs les plus populaires, le mec le plus connu du poker et le gars qui tient le plus gros média qui me disent tous les trois sans se concerter, oui, on va t'aider. Alors que je demande rien. Donc c'est ce que je te dis, quoi. C'est t'arrives dans la musique et t'as Goldman et Hallyday qui disent ouais, on aime bien ce que tu fais. Ça va être compliqué de perdre. Hein. Donc tu dirais qu'il y a moitié chance, moitié travail. Je dirais que pour avoir beaucoup de succès, rapidement comme moi j'en ai eu dans le poker, il faut beaucoup de chance et un peu de travail pour y rester et mériter aux yeux des gens qui t'ont tendu la main, parce que là tu peux pas décevoir ce que tu fais. Là après il n'y a plus du tout de chance et une tonne de travail. Ce que j'entends dans ce qui rassemble les deux parcours principaux que tu as eu, la musique et le poker, c'est une envie de parler et d'échanger avec des gens que tu admires. Oui. Et les deux fois, c'est ça qui t'a fait Exactement. l'organisation de festivals de musique et les interviews poker, c'est parce que c'est des gens dont tu étais fan et tu voulais leur parler. Et moi j'adore mon métier parce que moi je n'aime rien de plus que parler pendant des heures. Moi tu me dis 1 heure, mais on peut en parler 10 les gars si vous voulez. Moi je passe jamais autant de... Enfin, je n'ai jamais autant de plaisir qu'autour d'un bon restaurant, ce qui se voit, mais avec les amis, quoi. On avait prévu 6 séquences dans cette émission qui arrive à sa fin. On est à la séquence numéro 2, donc oui, on voit bien que tu aimes parler. Désolé, j'ai pourri le concept, je suis désolé, pardon. Non, mais c'est un épisode un peu spécial, c'est très bien, on est content. Nicolas, est-ce que tu penses que c'est l'heure pour faire repartir Loïc en enfance et faire un tour de magie? C'est toi qui nous a confié tout à l'heure qu'il aimait bien ça. Ouais. Je suis très impressionné par les gens qui ont une dextérité ou un côté chaud que j'ai pas. Alors, comme tu as beaucoup travaillé dans le poker, Ouais. et que c'est encore le cas, on va proposer quelque chose autour du thème poker. Très bien. Si, tu vois, au poker, il y a plein de cartes. Enfin, tu vois, là, c'est un jeu avec toutes les cartes différentes. On va peut-être sortir les jokers, on n'en a pas besoin. Voilà. Où toutes les cartes sont différentes. Si je joue au poker, j'aurais sûrement besoin d'avoir des cartes spécifiques qui seraient plutôt sympathiques. Ouais. On va essayer de voir si on arrive à faire ça. Pendant qu'il mélange, une petite pensée à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Hein, Ouais, ouais. Ils se régalent en ce moment même sur ce tour de magie. Ok, donc là déjà on a une très belle paire d'as. Ça sort d'où ça?
Non mais attendez. Voilà. Attendez. Donc ça, c'est l'intro. Attendez, je peux avoir le ralenti sur la troisième, celle qui sort du coude, là par exemple. Là, on en parle. Il y a une petite poche ici. Ouais, Bah, justement, c'est- c'est ce que je vous propose de vous expliquer. Comment font les tricheurs quand ils trichent au poker. Voilà, moi, j'étais pas croupier, heureusement, mais j'ai appris un peu toutes ces techniques et ça m'a bien aidé à me protéger. Et je vais vous montrer comment, justement, on fait si on veut jouer à un jeu et que, par exemple, on veut se donner l'as de pique. Vas-y. D'accord? Donc ça va être ma carte. Je vais la garder ici. Ah, parce qu'on a le tour, mais on a l'explication en plus. On a quelque chose qui permettra de comprendre quelque chose ou pas. Ah, vas-y. Et toi, tu vas choisir une carte, celle que tu veux. Voilà, celle-ci. Voilà, tu peux la regarder, tu peux la montrer à la caméra, devant l'œil implacable, ou vers le haut si tu veux la montrer aux La zéniths. caméra, elle est là. Je sais pas si. Regardez-moi la caméra. Voilà, vous voyez. Ok, impeccable, c'est bon. Voilà, et tu me dis stop là où tu veux la remettre. Stop. Stop ici. Très bien. J'ai pas encore triché, ça va? C'est bon. Ça va pas tarder. Alors, l'idée c'est. Moi, je te souviens quelle était ma carte? La carte que j'ai choisie, tu veux dire? Oui. Non, la mienne. Comment ça, la tienne? Toi, tu as choisi cette carte Ouais. parce que tu joues pas très bien. Moi, j'ai choisi l'as de pique. C'est comme ça que je gagne. Ah oui. Donc, l'idée c'est si je voulais la regarder dans une partie et je voulais me la donner, Ouais. ce que je peux faire, c'est la mettre dans ma manche. Là, j'ai pas de manche, je vais la mettre sous la montre. Ouais, D'accord. ça va me faire péter un câble, je le sens y arriver, vas-y. On va prendre n'importe quelle carte maintenant. Ça, c'est pas la tienne, c'est par exemple le 2 de Non, trèfle. Ouais. Imaginons que maintenant je veux me redonner l'as de pique. Qu'est-ce Ouais. que je fais? Je vais juste venir comme ça. Et là, je... Voilà. Tu sais que je peux regarder ça des heures. Oui, très bien. Maintenant, tu serais étonné si c'était le 2 de trèfle ici? Ah, c'est impossible. On va faire mieux. Là, je vais dans le jeu. Ah, ok. Ah, je veux tellement l'explication, ça. Ah, toi, t'en fous, ça fait longtemps que tu le connais, t'es habitué à tout, mais ça c'est rend fou, ça. C'est fort. Ça ramène en enfance. Moi, c'est ma grande passion. Incroyable. Et c'est avec plaisir qu'on en refait quand tu veux. Je t'ai vu en plus le mettre, le de trèfle dans la. Tu vois, ça, je comprends pas. Je sais pas comment vous faites, c'est incroyable. Bravo. Merci. Félicitations, c'était top. J'adore. Ça fait plaisir de partager ce plaisir. Et est-ce qu'on t'a ramené un petit peu avec tes yeux d'enfant? Parce que maintenant, on va Ah poser oui. des questions à bébé Loïc. Ah, très bien. Ou ado, ou pré-ado Loïc. Très bien, allons-y. Si on lui avait dit tout ce que tu avais réussi aujourd'hui à Ouais. ado Loïc, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Oh, il serait déçu. Déçu, qu'est-ce qu'il voulait? Rockstar de musique. Ok. Et Rockstar de poker, ça... Non, toi, tu voulais qu'on te Bah, lance des petites culottes sur scène. Déjà, ouais, moi, je l'ai eu ça. Mais, Quand même. il faut, c'est pas avec des yeux d'adolescent que tu peux apprécier un parcours industriel dans un jeu que tu connais pas. Bien sûr. Donc si tu dis ça à l'ado Loïc, lui il écoute Nirvana à fond, il a les cheveux bleus parce qu'il en a encore à l'époque, et il joue de la basse comme un taré avec son groupe de rock. Nageur aussi, non? Nageur, ouais, j'étais nageur, enfin pro, ça veut rien dire à nos âges, mais j'étais nageur en parcours professionnel jusqu'à 20 ans, ouais, jusqu'à 19 ans, jusqu'à me blesser, ouais. Et après, Ouais. tu as eu une blessure? Ouais, j'ai eu une très très grave blessure, je me suis détruit le dos et j'ai pas pu faire de sport pendant quasiment 10 ans et mon corps s'en est bien rappelé, ouais. Mon corps s'en est bien rappelé, ouais, mais j'ai nagé 15 heures par jour, 15 heures par jour, qu'est-ce que je raconte, 15 bornes par jour, c'est-à-dire midi et soir, 2h midi, 2h30 le soir, du lundi au vendredi, plus les séances sportives, plus les week-ends, toutes les compétitions, championnats départementaux, régionaux, français, européens. Donc ça vient déjà depuis petit que tu es une bête de travail. Non, je crois pas. Non, je crois que j'étais un gros glandeur, moi. Hein. Non, À non. part en natation, visiblement. Bah non, tu peux pas faire autant d'heures. Non, mais en fait, ouais, mais là, on irait sur des trucs très perso. Mais grosso modo, moi, la natation, j'aimais pas ça. La natation, je suis arrivé, il s'est trouvé que j'étais naturellement fort en brasse. Ça, tu l'expliques pas, c'est comme ça. J'ai tout de suite pigé, j'ai tout de suite compris le geste, donc je suis tout de suite allé beaucoup plus vite que les autres. Et je détestais nager, mais j'étais petit et gros, donc je voulais bien maigrir quand même. J'avais conscience que j'étais bien de maigrir à l'époque. Parce que les yeux des filles à 15 ans et les yeux des filles quand t'as 40 ans, c'est pas la même. 40 ans, le physique, bon, tu peux le sauver avec du charisme et un petit côté flambeur, tu vois. Mais À 10 ans, bien, tu as des chocs à pic, tu vois, c'est pas bien, quoi. Donc, moi, j'avais fait et surtout, j'ai commencé à gagner très rapidement. J'ai commencé à avoir beaucoup de victoires, les médailles, les coupes. Et c'est ma grand-mère, qui est toujours là, qui m'a beaucoup élevé, qui m'accompagnait tout le temps, qui était fan de ça. Et moi, je pense que j'ai pas gardé une médaille d'or plus de 10 secondes autour du cou dans ma vie. Moi, je l'ai gagnée, je montais sur le podium, je l'ai gagnée. J'allais la donner à ma grand-mère qui était folle de joie.
Si j'en gagnais plusieurs dans la journée, j'allais lui donner, elle était folle de joie. Le week-end, elle m'achetait des cassettes vidéo. Là, vous savez même plus de quoi on parle, ça se trouve, mais là, on a perdu la moitié de l'audience. On va mettre une cassette vidéo en incruste voilà, pour les c'est plus ça. jeunes. Elle m'a acheté des cassettes vidéo Dragon Ball Z. Et donc, moi, j'étais trop content qu'elle soit trop contente, et du coup, je continuais à nager. Et après, j'ai commencé à maigrir, donc du coup, tu commences à plaire aux filles. Donc, du coup, bon, tu dis, en fait, c'est bien la natation. Ouais, du coup, c'était un bloc pour ton estime de toi. Je peux Ouais, gagner, je peux être le c'est plus fort ça, et le plus c'est beau. ça. J'aimais toujours pas le sport, mais j'adorais ce qu'il y avait tout autour. Donc, je voulais bien faire le sacrifice de nager comme un grand malade, mais est-ce que c'est être un bosseur? Non, c'est juste trouver son intérêt, je crois. Ouais, tu es juste en train de redéfinir ce que ça veut dire de bosser. C'est Bosser, ça, ouais. c'est aller donner du temps vers un objectif dans lequel on croit vraiment. En tout cas, dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que tu bosses. Mais tous, de toute façon, on est obligé de faire ça. Pourquoi tu travailles sinon? Si c'est, enfin, Bah, il y a des gens qui travaillent pour la sécurité et qui se disent C'est qu'ils n'ont pas le effrayant. choix et qui c'est effrayant. défendent contre la voiture balai de la vie. C'est effrayant. C'est ça même la majorité. Ça, tu vois, je pourrais t'en parler. Ça, ce serait un sujet tellement long, mais moi, ça m'a sauté à la gueule à 15 ans. C'est effrayant. Travailler, le conformisme, travailler pour... je respecte infiniment les gens qui travaillent pour leur famille. Bien sûr. La fameuse phrase, il faut remplir le frigo. Ils auront tout mon respect, peu importe le métier qu'ils font, il n'y a pas de sous-métier. Et en plus, ils viennent souvent de générations qui ne se sont pas posé les questions et qui n'ont pas eu accès à la connaissance comme nous, on a eu accès à la connaissance et aux questions qu'on s'est posées. Mais pour toute la génération de maintenant, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est en train de cliver dans tous les sens, pour tous ceux qui se posent des questions, qui regardent les podcasts comme vous faites, qui ont 20, 25 ans et qui se disent mais pitié, pas la vie de nos parents. Comme nous, on se l'est dit peut-être plus de manière avec une vision de la vie et un feeling plus jeune. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit il y a 15 ans. Et j'ai un infini respect pour mes parents, hein, c'est pas ça, mais trop de... Moi, je pouvais pas concevoir la vie sans aimer le travail que je faisais. Là, il n'y avait pas de question d'argent. C'est juste, je pouvais pas me lever tous les matins et pas aimer ce que j'allais faire, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été entrepreneur depuis que j'ai 18 ans. J'ai jamais été salarié de ma vie, je le serai jamais. Voilà, c'était hors de question, moi. Moi, je me lève quand je l'ai décidé et je me lève pour ce que j'ai décidé. Quitte à ce qu'après, je travaille comme un con 16 heures au lieu de travailler 7 heures et voilà. Quelque chose qui revient à peu près chez toutes les... Tu disais, j'ai eu la chance d'interviewer, de voir des gens et voilà, nous, c'est ce qui revient un peu déjà dans le podcast. Choisir sa route, tracer sa route, quitte à bosser encore plus, mais par choix, par passion. Mais enfin, moi, je sais pas comment vous voyez, vous êtes entrepreneur aussi, mais nos défaites sont plus... nos défaites et nos tristesses sont plus violentes, mais nos joies sont plus grandes, mais nos victoires sont plus éclatantes, mais... C'est un métier d'adrénaline junkie, c'est ça que tu dis mais en grave, fait. mais oui, mais... Je sais même pas si les défaites sont pires parce que je préfère l'intensité d'avoir pris un mur dans la face que l'ennui, l'impression de ne pas savoir pourquoi je suis là. Évidemment, mais quand je te dis nos défaites... Donc en fait, les défaites sont aussi acceptées. Moi, au poker, je faisais partie de ceux, et j'ai vu que je n'étais pas le seul récemment, qui acceptait bien les défaites, en disant bah c'est normal que je suis pas encore la meilleure version de moi-même, et je m'acceptais. Je veux être le meilleur, mais je le suis pas, et donc si j'ai fait une erreur, c'est ok. Ouais, mais ça, là où d'autres, pour leur moteur, c'est la souffrance, et je trouve que c'est pas très positif. Ouais, mais parce quoi. que ça, c'est parce que ça arrive sur une défaite qui est ta faute, mais dans l'entrepreneuriat, il y a des défaites qui sont pas notre faute. En poker Il y a aussi. Au poker aussi. Je veux dire, ni la malchance, ni oui. la mauvais jeu ne m'affectait énormément. Ah oui, parce que même je la disais, malchance t'affecte pas. Voilà, le malchance, disait ça, tu payes tes factures. Si tu joues au Ouais. poker, tu vas avoir de la malchance, c'est le résultat normal. C'est un truc qu'on m'avait assez vite appris, un peu bouddhiste. Ouais. Si tu décides de faire ça, alors tu acceptes ce qui va avec. Ce qui va avec, c'est que tu vas souvent avoir pas de chance. Ouais. Et après, il y avait une couche en plus, c'est quand tu joues mal. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui disaient, quand je joue mal, là, je dois m'en vouloir. Je vais me frapper, me flageoler, c'est ça qui me rendra meilleur, et je vais aller courir 2 fois plus et réviser 2 fois plus. Ouais, mais tu vois, Mais en fait, tu peux courir 2 fois plus et réviser 2 fois plus sans te flageoler. Ouais. Le résultat de jouer au poker, c'est que de temps en temps, tu vas avoir tes limites. C'est aussi normal. Mais dans le poker, il y a cette notion de chance que je pense dans l'entrepreneuriat, tu comprends qu'au bout d'un moment. Mm. Tu vois, Oui, les gens ont l'impression que c'est très déterministe. Ouais, alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On arrive à la conclusion gentiment de cette Ah oui, c'est une question sur l'enfant, on n'a plus le temps, faut qu'on parle. C'est une question sur l'enfance. Alors, ado, très bien. Pour la suite de ton business, de ton entreprise, de tes projets, Ouais. comment tu imagines la suite? C'est quoi HN Prod dans 5 ans? C'est quoi la chaîne prod dans 5 ans? C'est, j'espère, les casinos en ligne. J'aimerais bien savoir ce que c'est d'être dans une industrie où il y a un truc qui pop et où il y a du pognon partout. S'il vous plaît, j'en ai marre d'être dans des industries d'arriver toujours à la bourre.
Et au-delà de mon point de vue business, parce que je pense que c'est une catastrophe aujourd'hui ce qu'on fait sur le casino en ligne. C'est complètement interdit, mais il y a 4 millions de joueurs qui jouent, donc personne ne joue en sécurité, le pognon part partout dans le monde sauf en France, alors qu'en France on te dit mais on ne sait plus où trouver des impôts pour sauver les hôpitaux français, mais les gars, il y a 10 milliards là, vous voulez pas les prendre, enfin, bon, bref, il pourrait en parler des heures de ça aussi. J'espère que ce sera pas loin d'être vendu. Je voudrais bien prendre ma retraite assez tôt, moi. Dans 5 ans 5 ans, j'ai quel âge? Dans 5 ans, j'ai 43. Ouais, non, c'est encore un peu tôt. Bon, allez, Tu vas d'accord. t'ennuyer. Ouais, Et entre les deux, une semi-retraite où tu délègues et tu passes moins d'heures par jour. incapable. C'est une catastrophe. J'en serais incapable. Mais alors là, c'est pas possible. Tu sais que chez Solveo, on accompagne des gens. Mais, comme mais, toi mais, sur ce mais sujet. je Souvent. Alors, je sais, et par l'amitié que me fait Pedro, c'est de m'en parler souvent de manière purement amicale, on va dire, sans facturation, voilà, parce qu'on est très amis. Et il soulève plein de points intéressants. Moi, en fait, j'arrive maintenant, et en grande partie parce que j'écoute Pedro, à déléguer, on va dire, la partie ingrate de mon métier. Il faut définir ce que c'est ingrat, hein, ça va, mais voilà, t'as compris. Ce que je n'arrive pas à déléguer, ce que je n'arriverai pas à déléguer, de toute manière, c'est que aujourd'hui, quand j'ai une marque de poker, je ne vais pas la citer, mais quand j'ai une très grosse marque de poker française, un très gros casinoté qui vient me voir et qui me dit on veut l'OXense, c'est pas on veut la chaîne prod. Moi, je suis associé avec Sophie, que vous connaissez, qui est comme ma sœur. Que ce soit moi qui rentre l'argent, que ce soit elle, on fait 50-50 surtout, il n'y a même pas un début de discussion. Moi, ma boîte, elle aurait coulé depuis... ça fait 14 ans que la boîte existe, elle aurait coulé il y a 13 ans, si c'était pas Sophie qui la gérait. Je le dis toujours au effort, c'est elle qui sait gérer les boîtes. Moi, je sais les construire. Mais je peux pas dire à ces gens-là que je vais déléguer. Parce que ça, j'ai essayé de le faire un peu. Et ça, c'est une catastrophe. Voilà. Si je ne supporte pas, et je ne supporterai plus jamais, d'avoir un problème avec un client que je peux pas assumer moi-même. Moi, j'ai le droit de me tromper. Si je me trompe, je te regarde dans les yeux, je me dis, je me suis planté, je l'assume, viens on s'engueule, viens tu me vires, ou viens on continue ensemble. Mais quand c'est ton padawan, même quelqu'un qui t'a confiance, quoi que ce soit, qui a pris une mauvaise décision, que toi, quand on te la raconte, tu dis, mais il a pété. Bon, tu vois, et ça peut arriver. Ouais. Et que tu te retrouves face au client. Et là c'est la merde. Parce que là, face au client, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, oui, effectivement, j'étais pas là, je t'ai donné le meilleur de moi-même, et il a fait n'importe quoi. Vraiment, oh là là, c'était vraiment la pire. Donc, tu peux pas, donc tu es obligé de défendre. Tu défends d'abord tes proches. Plus jamais. Je comprends cette crainte. Si j'avais cette crainte, moi aussi, je déléguerais pas. Voilà. Après, je pense qu'il y a plusieurs petits ajustements qui peuvent être faits pour que ça n'arrive pas. Bon, fais-moi un devis. Fais-moi un devis. Peut-être une ou deux croyances limitantes là, dans qu'est-ce qui se passerait si on organisait la délégation. Discrètement, tu sais, de temps en temps, je lui pose des questions, je dis Lolo, et alors embaucher un directeur d'opération, et machin, tu sais, j'envoie j'essaye de lui tendre des perches. Là, Non, mais il a l'air d'aimer bosser de minuit à 5h du Ah ouais, matin, c'est donc... ça. Le pire, c'est que j'aime ça vraiment en plus. Mais non, mais il est malin là. Là, maintenant, il me l'a fait en mode non, mais regarde, il y a des ponts. On peut créer des ponts et tout. Bah, en tout cas, c'était super passionnant de discuter de tout ça et de voir ce moteur qui est le travail, la passion et l'envie de découvrir des choses. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour votre projet qui est top. Hein, je pense que donner la parole comme ça, librement, et d'entrepreneur à entrepreneur, c'est top. Ce que tu essayes de dire, c'est qu'il faut s'abonner, c'est ça? Je pense qu'il faut s'abonner, mettre la petite cloche, parce que si tu mets pas la petite cloche, t'es pas prévenu de toutes les vidéos, et suivre évidemment Route sur tous les réseaux sociaux. Qui sont? Instagram? Oui. Facebook? Non. Non. TikTok? Non. Non. Ah, vous n'êtes pas au point, les gars. Twitter? Non. Non. Ah, il vous reste quoi, là? YouTube et Instagram. Ah oui, voilà, YouTube. Non, mais YouTube, c'est pas un réseau social. Oh là là, les gars, YouTube, c'est pas un réseau social. Abonnez-vous. Et la petite cloche. Heureusement que tu es là, parce que nous, on le fait pas très bien. Merci beaucoup, Loïc. Merci à tous. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé.